On est à l'aise dans un domaine parce qu'on a de l'expérience dans ce domaine. On n'est pas à l'aise a priori dans un domaine. Et la confiance en soi, c'est juste une question d'expérience, quoi. Alors, on n'a pas confiance en soi a priori, mais a posteriori. Donc il est normal de ne pas avoir confiance en soi quand on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas. La confiance en soi s'acquiert par l'expérience, et non pas de façon innée ou de façon magique. Bonjour et bienvenue sur Ose Story, le podcast vérité de ceux qui ont osé. Je suis Camille Chevillard, infirmière depuis 20 ans et fondatrice de l'espace bien-être lyonnais La Colonie depuis 18 mois environ. Je suis depuis toujours passionnée par le dépassement de soi, les expériences transformationnelles. L'idée de ce podcast, c'est d'aller à la rencontre des audacieuses et audacieux, ceux qui osent, qui s'autorisent, qui tentent une bifurcation sur leur trajectoire de vie, sans savoir si le nouveau chemin sera vraiment praticable. Je souhaite recueillir ici l'histoire du comment et pourquoi ils ont osé, soit une expérience isolée, type thérapie, soit un challenge, soit un changement d'environnement, ou encore un changement de mode de vie, ou une réorientation pro. À travers des témoignages que je souhaite drôles, émouvants et croustillants, nous évoquerons le déclencheur, les peurs, les inconforts, les râteaux, les ressources, les leviers activés pour enclencher et maintenir un nouveau cap. Et peut-être vous fournir à vous aussi la boîte à outils de votre propre Ose Story. Je suis très heureuse de vous présenter Pascal Chira, qui a un parcours un peu inhabituel. Vétérinaire de formation, il aide aujourd'hui de nombreux entrepreneurs à oser. Enfin, un homme dans mon podcast Ose Story, qui n'avait pas vocation à être exclusivement féminin. Pascal, c'est le fondateur et animateur des Escales Business, un coaching formation destiné aux nouveaux entrepreneurs qui, pour citer Pascal, veulent passer de 0 client à plus. Je trouve l'énoncé un peu drôle et c'est pourtant une réalité. Quand on commence ou qu'on projette de se lancer, il faut accepter qu'on va commencer à 0 client. Pas facile d'oser quand on pense à ça. Et je suis passée par là. Et la formation de Pascal m'a été très très utile. Je trouve que Pascal est très inspirant dans sa manière d'oser, qui n'est pas challengeante, confrontante, mais plutôt gaie, fluide et connectée à son enfant intérieur. Il a une vision instruite et intuitive de l'entrepreneuriat qui est à la fois motivante et apaisante. Bref, aux côtés de Pascal, on a envie d'oser. Si vous êtes sur le point d'entreprendre ou avez commencé, Pascal vous réserve une invitation vraiment sympa pour définir votre posture entrepreneuriale, sujet trop souvent ignoré des formations, et que je ne saurais que trop vous recommander. Salut Pascal! Salut Camille, ça me fait plaisir d'avoir cet entretien avec toi. Oui, moi aussi, Vraiment. c'était en projet secret depuis longtemps. Alors donc, tu es veto, j'ai spoilé dans l'intro, hein, tout le monde est au courant. Qui étais-tu dans cette profession? Comment exerçais-tu? Alors je suis veto depuis longtemps maintenant, parce que j'ai fini mes études en 86. Et j'ai exercé d'abord aux Antilles pendant plus d'une vingtaine d'années. J'ai créé ma clinique, c'était ma première entreprise en fait, en 1989. Ah bon. Alors ce qui est drôle, euh, et ça rejoint un petit peu ce qu'on travaille dans les escales business, c'est que j'ai créé mon entreprise sur un mode gestion de projet. Donc alors qu'il y a d'autres façons d'entreprendre. Mais c'est une façon très classique qui est un espèce de copier-coller. C'est-à-dire tu crées ton entreprise en copiant ce que tu vois autour de toi. Et ça se fait en mode gestion de projet finalement. C'est-à-dire tu connais l'objectif et puis tu cherches les moyens qui te permettent d'atteindre l'objectif. Et c'est très très classique comme façon de faire, c'est du copier-coller. Et c'est la façon la plus simple presque et la plus rapide d'entreprendre. Mais c'est pas celle que je prône aujourd'hui, quoi. On en reparlera tout à l'heure. L'entrepreneuriat, ça peut être bien plus que ça, et que ça doit être même peut-être bien plus que ça. Ouais, si on veut être proche de soi, ça doit être plus que ça. C'est une façon de se conformer socialement, si tu veux, d'entreprendre comme ça, d'entreprendre classiquement, je dirais. Et puis, avec le monde qui s'amène, je pense qu'on a besoin d'entreprendre autrement. En tout cas, de créer du neuf. Sinon, on va droit dans le mur, quoi. Si on continue à copier ce qui se fait déjà, bah, finalement, on connaît l'échéance, quoi. Ouais, on connaît le dénouement. On connaît le dénouement, donc on a intérêt quand même à être un peu plus créatif et peut-être un peu plus holistique aussi dans,
dans la création d'entreprise, quoi. C'est génial d'entendre être holistique dans la création d'entreprise. J'y pense souvent en termes de santé, mais finalement, l'entrepreneuriat peut être aussi holistique. Là, tu vois, c'est une question que je me posais déjà quand j'étais véto. Je voyais très bien que mes traitements, si tu veux, reposaient sur des doses d'antibiotiques, des doses anti-inflammatoires, que voilà, qu'il y avait quelque chose de pas très écologique. C'était souvent comme si on balançait une bombe atomique sur une mouche, quoi. Mm. Il y a quelque chose d'un peu violent dans la façon dont on pratique, je dirais, la médecine. Alors, ça sauve des vies en urgence, mais sur la bobologie, je dirais, quotidienne, c'est souvent un peu excessif. Et c'est pour ça que je me suis intéressé d'ailleurs assez tôt à des médecines un peu parallèles comme l'homéopathie, l'acupuncture. J'ai même fait une formation d'ostéopathe en humaine parce que je me disais quelle est la façon la plus écologique pour moi de soigner. Et au fond, je me suis dit, bah, c'est de soigner soit avec les mains, soit avec la parole. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu arrêtes d'être veto? À quoi ce projet ne répondait plus? Tu vois, quand tu crées ton entreprise en suivant une certaine forme de conformisme social, pour répondre à des attentes parentales aussi quelque part, c'est ce qui se fait, donc c'est logique de le faire, quoi. Mais c'est pas vraiment à l'écoute de mes besoins profonds. Et je pense qu'avec le temps, il y a toujours cette impression de pas être tout à fait à sa place qui émerge. Et quand le temps défile, bah, ça devient de plus en plus prégnant, de plus en plus prenant. Et à un moment donné, tu dis, OK, il faut que je passe à autre chose, quoi. Je suis plus à ma place. Hmm. C'est un peu peut-être une perte de sens. Tu veux, quand tu es jeune, tu te poses peut-être pas cette question-là, mais ça, avec le temps, ça vient, quoi. Et je pense que les changements de vie en milieu de vie répondent un peu, enfin, correspondent à cette quête d'un sens qui est plus proche de ce qu'on est et qu'on n'écoute pas quand on est jeune. On est plus dans la conformité finalement, même si on a un petit côté rebelle quand on est ado. Mais à un moment donné, on cherche à se conformer, Hmm. peut-être par souci de sécurité. Je pense que peut-être on le voit pas tout de suite aussi parce qu'on est dans un espèce de challenge de réussite quand on Mm. est jeune. La première chose, c'est déjà, on a besoin de tester notre valeur en fait, qu'est-ce qu'on arrive à faire, enfin, est-ce qu'on est capable de s'en sortir, c'est déjà une première étape. Une fois qu'on voit qu'on s'en sort et que ce qu'on a mis en place tient la route, après on commence peut-être à s'interroger un peu plus sur quel plaisir on veut ressentir et quelle contribution on veut donner. Ça Ouais, vient nous chercher un peu ouais, après. c'est tout à fait possible que ce soit juste et que ce soit un passage obligé aussi, c'est-à-dire, enfin, obligé dans le sens où ça répond à un besoin du moment et que c'est OK, quoi. Mm. C'est pas à rejeter, hein. J'ai aucun regret sur ma vie professionnelle, si tu veux. C'est juste qu'à un moment donné, on éprouve le besoin ou l'envie ou on se dit OK, j'ai autre chose à faire, quoi, ou j'ai envie d'autre chose. Après, le saut est pas évident parce qu'on est dans la sécurité, parce que c'est facile, parce qu'on le fait depuis longtemps. Donc on est dans une zone de confort dont il n'est pas facile de sortir. Et puis aussi parce que parfois on est compétent et qu'on contribue avec déjà ce job-là aussi, tu vois. Ouais, Enfin, je tout pense à que fait. Ouais. les clients de ta clinique devaient trouver que Ouais, tu ils sont étais un contents, super voilà, c'est veto, ça. ils devaient pas du tout avoir envie que tu arrêtes, voilà. Hmm. Donc ça vient aussi nous faire des fois un petit peu traîner à changer de chemin. Ouais, c'est un parcours très solitaire en fait de changer de chemin. Alors moi, j'ai pas été spécialement soutenu d'ailleurs dans ce changement, ni par ma famille, ni même par ma conjointe. Donc, bah, c'est un chemin assez solitaire finalement. C'est une décision très très personnelle et finalement très challengeante. Et t'as pas été soutenu, du coup, comment t'es allé chercher, qu'est-ce que t'es allé chercher à ce moment-là pour passer au-dessus de ce manque de soutien? Alors, j'ai traîné à prendre la décision, hein. Quand j'ai quitté les Antilles, je me suis dit, il faut que je fasse autre chose. Euh, je suis rentré en métropole, j'ai pris une année sabbatique et sympathique, où je me suis un peu plus occupé de ma fille que je voyais pas beaucoup, en fait, du fait d'un travail assez prenant. Et, et j'ai pris beaucoup de plaisir durant cette année sabbatique, mais j'ai pas anticipé le fait que voilà, ça m'amenait vers un changement. Et donc j'ai replongé en fait dans le milieu veto, mais alors cette fois en étant salarié, en me disant je vais pas me bloquer dans une nouvelle création de clinique, mais je vais prendre un poste de salarié parce que ça me laissera, je dirais un peu de temps et la liberté de rompre mon engagement à n'importe quel moment.
Mmh. Et j'ai mis du temps à le faire, hein, j'ai mis du temps à le faire. Je me suis rendu compte d'une chose qui est un petit peu surprenante, c'est que je pouvais me qualifier d'entrepreneur en ayant créé ma clinique. Mais j'étais dans un monde connu. Or, plongé dans une autre activité qui n'a rien à voir, je me suis aperçu que j'étais très démuni, que je manquais de compétences, que j'étais plein de peur. Enfin, vraiment, c'est comme si on sautait d'une falaise, quoi, sans parachute presque. Ouais. Et là, on se dit, waouh, j'ai la trouille là. Et en plus, je ne sais pas quoi faire ni comment faire. Et alors, il y a des compétences qu'on n'acquiert pas. Je vais te donner un exemple tout bête. Quand tu es véto, tu es dans un métier protégé où les besoins, tu n'as pas besoin de les créer, les gens ont besoin de toi. Donc, tu n'as rien à vendre, tu n'as pas besoin de vendre. Donc, tu as une compétence de vendeur qui est quasi nulle, quoi. C'est un peu pareil dans ta profession d'infirmière. Tu n'as pas besoin de te vendre. En plus, moi, profession conventionnée, pas le droit de faire de la publicité, pas le droit Exactement. d'adapter mes tarifs, donc c'était encore plus cloisonné que toi, Ah, mais c'est veto. hyper protégé. Mmh. Mais nous non plus, on n'a pas le droit de faire de pub. Enfin, c'est tout récent. L'ordre s'est intéressé à cet aspect-là il y a que quelques années. Donc, c'était vraiment une profession hyper protégée. C'est un chemin hyper tranquille, quoi, je dirais. Mmh. Une fois Carrément. que tu as obtenu ton diplôme, hein. Donc, se retrouver confronté à je ne suis personne et il faut que je crée quelque chose, c'est un sacré challenge, quoi. Et je pense que c'est vrai pour beaucoup de professionnels qui changent d'activité. Tu reprends un job salarié dans une clinique veto, tu essayes de passer à l'action dans l'entrepreneuriat, mais par quoi tu commences? Alors, j'ai commencé par me former. Mais je me forme depuis toujours. Je suis quelqu'un de très curieux. Donc, tu vois, j'ai fait ma formation d'ostéopathie en médecine humaine. Je ne l'ai pas fait en. D'abord parce qu'il n'y avait pas de formation en veto à l'époque. Je me suis formé avec des médecins, des kinés, des infirmières. Enfin bon, donc j'étais l'ectoplasme au milieu dans ce milieu-là, quoi, quelque part. Mais voilà, et j'ai toujours fonctionné un petit peu comme ça. Je me suis toujours formé en parallèle de mon métier dans des domaines qui m'intéressaient. Donc quand je suis rentré en métropole, je me suis dit: «Ouais, c'est super, je vais pouvoir accès à plein de formations». En plus, à l'époque, apparaissaient ce qu'on appelle, des MOOC, donc des formations à distance et on en parlera peut-être un petit peu si tu veux Oui. et voilà, donc je me suis intéressé à l'entrepreneuriat pour essayer de comprendre, justement, qu'est-ce qui me manque pour être, comme tu disais tout à l'heure, créatif, entreprenant et cetera et donc j'ai suivi, des formations spécialisées, dans ce domaine. Pour acquérir des bases qui je pense, qui me manquaient. Enfin, c'est même pas que je pensais qu'elles me manquaient, elles me manquaient. Et voilà, voilà un petit peu comment ça a démarré. Et puis, je suis un petit peu tech, enfin un petit peu geek. Donc, je travaille avec des outils informatiques, si tu veux, comme Trello, Slack, enfin voilà, des outils de gestion de projet ou de communication, de prise de notes, etc. Et j'ai commencé à créer des ateliers pour expliquer ces objets-là dans un entourage professionnel. Comment tu as rencontré cet entourage, professionnel? Parce qu'en fait, c'était presque des premiers clients, comment tu les trouves? Et ben, je me suis dit, bon, ok, il faut que je rencontre des entrepreneurs déjà. Donc j'ai poussé la porte d'un espèce de tiers-lieu qui s'occupe des services économiques de ma commune, qui Mmh. s'appelle la Serre. Bon, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est un lieu où il y a à la fois des bureaux et puis les services économiques de la commune. Et j'ai proposé dans ce lieu-là des ateliers. Donc j'ai posé une date, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tant qu'on ne pose pas de date, il ne se passe rien. Donc je me suis fixé une échéance. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est de se dire, je vais oser faire des ateliers sur des sujets que je maîtrise finalement imparfaitement, mais suffisamment pour en tout cas pouvoir partager quelque chose. C'est toujours tu vois, c'est ce sentiment d'illégitimité qu'on a qu'il faut dépasser. Mais en fait, on est toujours, enfin, il faut flirter avec sa zone d'illégitimité. Il faut Mmh. se dire, OK, je suis légitime pour certains, mais je suis légitime pour d'autres, et il faut le proposer aux autres, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut se dire, OK, il y a des gens qui en savent moins que moi et qui bénéficieraient de façon positive de ce que je peux déjà apporter. C'est la médecine de l'action, en fait. Ouais, c'est ça. Et l'action, c'était finalement le gros défi, ça a été de poser une date et donc une contrainte, une obligation que je me suis créée de dire: «OK, le 13 janvier, ben, voilà, il y a un atelier sur Trello, et je suis obligé de le faire puisque je l'annonce». Donc ça, c'est voilà, pour oser, il faut poser des échéances quelque part.
Alors, j'aurais voulu qu'on revienne sur les MOOC parce que le je n'ai pas suffisamment de connaissances, c'est quand même quelque chose d'hyper bloquant quand on pense reconversion professionnelle. Donc, moi, je connaissais pas du tout avant que tu m'en parles. Donc, je veux bien un petit mot là-dessus. Ouais, alors d'abord une petite réflexion sur on n'a pas assez de compétences. Si, on a assez de compétences pour commencer en fait. Ce qui est dommage, c'est de croire qu'on n'en a pas assez et de parce que le gros danger de cette pensée-là, c'est qu'on n'en sait jamais assez. Hum. Donc il y a beaucoup de gens qui restent dans l'apprentissage sans jamais passer à l'action. Et ça, c'est vraiment un gros danger. Enfin, un gros danger. C'est un obstacle, c'est pas un danger, mais c'est un frein en fait. C'est un vrai frein à l'action. Donc, il faut savoir s'arrêter d'apprendre et de passer à l'action. Hum. Ceci dit, ceci étant dit, les MOOC, c'est des. Alors, MOOC, c'est un acronyme, ça veut dire Massive. Alors, en anglais, c'est Massive Open Online Courses. Donc, c'est des cours massifs en ligne. C'est souvent gratuit. La plupart du temps, c'est gratuit, avec des certifications qui sont parfois payantes. Et ça permet d'apprendre dans pratiquement tous les domaines. Alors ça s'organise comment? C'est des cours qui sont donc en ligne, avec des vidéos qui sont proposées de façon hebdomadaire, avec parfois des exercices à faire, des exercices à rendre, et puis des quiz qui permettent de juger de l'état de nos connaissances au fur et à mesure, et avec donc en cas de certification un examen final qui se fait en ligne avec contrôle d'identité et qui permet d'obtenir une certification et parfois même plus, parce qu'il y a maintenant des programmes de formation qui sont diplômants et qui sont organisés sous forme de MOOC. Donc, comme quoi, je n'ai pas les connaissances, ce n'est pas une Je n'ai pas excuse. d'excuses. Google est ton ami. Tu commences à faire tes premières formations dans ce petit coworking communal. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que vont apparaître les premières escales business? Oui, parce que j'appelais ça déjà les escales business. Par contre, c'était du présentiel. J'avais une autre, comment dire, une autre chose qui m'excitait, je dirais, c'était de créer un tiers-lieu de coworking. D'accord, tu voulais créer ton propre lieu. Je voulais créer un environnement d'entrepreneur, en fait. Un lieu de bouillonnement Intéressant. d'idées, un lieu de création. Enfin voilà, je suis très porté par ça. J'ai besoin, moi, de beaucoup de variété, si tu veux, professionnellement. Enfin, voilà. S'il n'y a pas de, s'il y a pas de nouveauté, je m'ennuie très vite. Donc, j'avais besoin, je me suis dit, voilà, en créant un environnement où il y a de la création, moi, je vais être dans mon flow. Bon, j'avais ce besoin aussi de transmission, j'avais besoin de gens qui, voilà, qui se posent des questions, qui bouillonnent d'idées. Enfin, voilà, voilà, donc les escales, c'était un peu ça l'idée qu'il y avait derrière. Et donc j'ai voulu créer, ouais, un tiers-lieu de coworking pour créer cet environnement dans lequel j'avais envie d'être. J'avais une connaissance, un ami, enfin un copain, qui avait une grande maison bourgeoise dans ma commune, qu'il utilisait comme bureau, donc qui était entièrement aménagé en informatique, enfin, tu vois, avec tous les câbles qu'il faut, des connexions Internet. Une grande maison, 300 mètres carrés, et qu'il n'utilisait plus pour sa propre entreprise. Donc je vais le voir et je lui dis: «Bah écoute, ça te dirait pas qu'on fasse tiers-lieu de coworking chez toi?» Il me dit: «Bah écoute, c'est cool que tu viennes parce qu'on en parlait avec ma femme et ça serait pas mal effectivement qu'on relance un truc». Et on a commencé à travailler sur le projet et moi j'étais j'étais tout fou quoi. Et puis quelque temps après, je dis: «Bah écoutez, je vais faire visiter la maison à des entrepreneurs. On va commencer à intéresser les gens à ça quoi». Et une des personnes qui a visité la maison avec moi s'est retrouvée à revisiter la maison avec un agent immobilier parce qu'elle cherchait une maison pour elle, pour habiter. Et au final, elle a fait une proposition d'achat au propriétaire qui a cédé à l'avantage du chèque, je dirais, par rapport à un projet qui était assez hypothétique et pas certain. Et ça, c'était juste avant le Covid. Donc, si tu veux, le projet est tombé à l'eau brutalement. Donc, j'ai appris ça au téléphone. J'ai dit, bah, écoutez, ok, hein, de toute façon, on n'avait rien signé, il n'y a pas de problème. Je comprends fort bien que vous preniez un gros chèque plutôt que de foncer dans un projet un petit peu enfin, qui a encore beaucoup d'incertitudes et d'inconnus. Et bon, même mon ami, enfin, parce que la personne qui a acheté, je la connais bien,
et c'est d'une copine. Et je lui en voulais pas non plus, c'est assez bizarre, mais en même temps, bon, grosse déception. Et ça, c'est le côté, tu vas dans une direction, elle s'effondre. Alors tu peux être démonté par ça, parce que c'est un projet qui tombe à l'eau, qui me tenait à cœur. Et en même temps, il y avait quelque chose dont j'avais conscience, c'est que j'allais m'enfermer dans un mode de fonctionnement où j'allais être un peu prisonnier des horaires. Et c'est quelque chose auquel je voulais échapper. Mais dans l'enthousiasme du projet, je négligeais cet aspect-là. Mais au fond, peut-être que l'univers m'a renvoyé, Pascal, c'est pas forcément pour toi ça. Et donc ça marche pas, et c'est très bien comme ça. Et parfois des erreurs, on devrait retenir, est-ce que j'étais vraiment très clair avec mon intention? Et je pense qu'il y a une partie de moi qui refusait ce truc-là, quoi. Tu vois? Et il est possible, alors je ne sais pas si c'est, voilà, on peut le prendre dans plusieurs sens, ce truc-là, mais est-ce qu'au fond, j'étais suffisamment enthousiaste pour que le propriétaire adhère à 100% et ferme les yeux à d'autres propositions? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Est-ce Il y a que quelque chose j'étais qui n'était pas assez suffisamment, nourri, en fait. voilà, est-ce que mon énergie était suffisamment forte pour étouffer toute autre forme d'énergie, si tu veux? Mm. Et probablement pas. C'est la Ouais. leçon que j'en ai tirée. Et finalement, ça m'a permis de rebondir en me disant, mais au fond, est-ce que j'ai besoin d'un lieu de coworking pour créer une communauté entreprenante? Et je me suis dit, bah non, au fond, j'en ai pas besoin, je peux très bien le faire sous sous une forme plus virtuelle, certes, mais tout aussi bouillonnante. Donc, et tu vois, c'est ça qui m'a permis de me lancer dans les escales business en termes, enfin, en ligne plutôt qu'en présentiel. Et je regrette pas, si tu veux. Tu vois, du coup, je ne regrette pas. Et puis, ben, en plus, enfin, excuse-moi, c'était quand même presque un cadeau de l'univers parce que commencer un coworking avec les 2 années qu'on a eues à ce moment-là, Ah, mais en plus, voilà, il y aurait pas eu grand exactement. monde quand même dedans. Et quand tu regardes rétrospectivement, je me dis, mais de toute façon, on n'aurait même pas pu l'ouvrir. Ouais. C'est. Donc, Donc, c'est des. tu aurais eu Voilà. le temps aussi de perdre ta motivation Ah, ben, à j'aurais eu le attendre temps, ouais. pendant Alors, 2 pendant deux ans. ans, là, j'aurais vraiment traîné des pieds, quoi. Enfin, ça aurait été très compliqué et ça n'aurait pas avancé, quoi, finalement. Ouais. Ouais, bah écoute, c'était vraiment un parfait exemple de la lose story telle que je veux qu'on la développe. C'est-à-dire que des choses qu'on prend pour des échecs, des râteaux, enfin qui sont douloureuses au premier abord, des déceptions, finalement c'est des graines d'opportunités et effectivement, ça te permet de lancer les escales en ligne. Au fur et à mesure de toutes ces entreprises, on va dire du départ aux Antilles, au retour à la création de ces ateliers en présentiel, puis des escales en ligne. C'est quoi ton leitmotiv pro et perso? Parce que j'imagine qu'il y en a un qui sert aux deux versants. À quoi tu réponds jour après jour? C'est une super question, ça. C'est une question que je me suis posée et je crois que en fait, quand j'étais gosse, j'avais des rêves. Enfin, moi, j'étais très rêveur, gamin, même ado, et encore, je suis encore rêveur d'ailleurs, mais j'avais des rêves très très précis. Mais je me suis rendu compte que toutes mes décisions étaient régies par des rêves d'enfant. C'est-à-dire que ce soit le choix d'aller aux Antilles, que ce soit même le choix d'être veto, que ce soit le choix de créer les escales business, que ce soit tout ça, c'est drivé, si tu veux, par des rêves d'enfant qui se réalisent pas forcément tels que je les imaginais enfant, mais qui contiennent la structure de mes rêves. Je vais te prendre un exemple, d'abord un tout petit exemple tout bête. Quand j'étais gosse, je dessinais ma maison à venir. Et quand j'ai construit ma maison j'avais quel âge? 40 ans. J'ai construit une maison aux Antilles à 40, ouais, un peu plus de 40 ans. La maison avait les plans, enfin, on a fait les plans avec mon épouse, et la maison ressemble à celle que j'avais dessinée quand j'étais gosse, quoi. Oh. Donc c'est pour dire que le rêve persiste. Voilà. J'avais d'autres rêves, notamment j'avais lu un livre c'est un Sulitzer. Je crois que ça s'appelle Le Roi Vert. Je suis pas certain que c'était celui-là, mais bon, c'était en tout cas un Sulitzer, qui est des espèces de romans d'aventure, plus ou moins.
et dans laquelle il y avait un héros qui vivait sur son bateau et gérait ses affaires depuis son bateau. Et moi, je suis un passionné de bateau et je me suis dit, mais à l'époque, je me suis dit, mais c'est ça que je veux vivre. C'est ça que je veux faire comme expérience. Et toute ma vie a été drivée par des choix tournant autour de la mer. Donc, je suis parti aux Antilles parce que je savais que j'allais être proche de la mer. La ville où je travaillais s'appelait Le Marin, c'est pour te dire. Et c'était une escale. Donc, c'était un port de plaisance qui a pris énormément d'ampleur d'ailleurs en Martinique. Et je fréquentais ce milieu des marins tous les jours. Tous les jours, je mangeais avec des skippers, avec des gars qui travaillaient sur les chantiers, avec enfin voilà, uniquement dans le milieu nautique. Et ça a vraiment, enfin, c'est quelque chose de très vital pour moi, je dirais. Et aujourd'hui, j'ai un petit bateau, c'est un voilier, et je fais mes escales business en partie depuis ce voilier. Donc, quelque part, symboliquement, même si c'est pas le niveau, tu vois, d'entrepreneuriat ni de business du héros du livre de Sulitzer, il y a pour moi cette espèce voilà, de représentation de ce que c'est que d'être en job sur un bateau sans que ce bateau soit mon outil de travail. C'est pas mon outil de travail, c'est mon outil de loisir, de plaisir, si tu veux. Voilà. Et en même temps, j'y travaille. Donc je réalise ce rêve d'enfant, tu vois. Et j'ai 60 ans, hein, donc passé. Enfin voilà, pour moi, c'est extraordinaire. Je, Mm. je, je suis je suis dans mon rêve d'enfant, quoi. Symboliquement, j'y suis. Et j'ai plein d'histoires comme ça où, euh, où la structure de ce que je vis, si tu veux, est tout à fait comparable à mes rêves d'enfant. Et je crois que c'est mes rêves d'enfant qui portent ma vie, quoi. Ouais, tout est infusé. J'ai vraiment ce mot de l'infusion qui arrive Ah depuis ouais, tout à l'heure, comme si, voilà, ouais, c'est, tout ce qui c'est, t'arrive est de toute façon infusé de ces rêves d'enfant. C'est ouais, tout magnifique, s'organise c'est, autour ouais, de ça, quoi. C'est mm, assez étonnant. Enfin, alors, je ouais. sais pas si les gens, enfin, les gens qui nous écoutent partagent ça. En tout cas, ça peut peut-être les reconnecter à ça, si Ouais, tout le ça monde peut les n'en est pas reconnecter. Ouais. conscient ou se dit, bah, moi, je me reconnais pas là-dedans. Ah tiens, et si c'était pas un moyen de m'accompagner dans mes choix, voilà, de reconnecter à cette part-là, en fait. Ouais, tout à fait, tout à Et fait. il m'est venu quelque chose pendant que tu parlais aussi que je tenais à te dire. Quand tu disais au début de l'interview que, ben oui, ça avait mis du temps, tu restais vétérinaire, que tu avais besoin finalement de ce cadre au départ et que, enfin, en étant jeune, tu n'avais pas cette volonté d'entreprendre en étant plus créatif. Finalement, tu étais déjà à ce moment-là en train de réaliser des rêves qui n'étaient pas Ouais, matérialisés dans le milieu pro, mais effectivement, tu vivais au bord de la mer, tu côtoyais des marins, tu mangeais avec des skippers. On peut pas être partout en même temps, tu vois, mais finalement, tu étais totalement déjà dans la réalisation de toi. mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Si tu veux, c'est un chemin, c'est un chemin qui prépare. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais des choses qui préparent la réalisation de tes rêves. Et pour revenir à tout ce qui est bateau, par exemple, quand j'étais tout petit, moi j'habitais Lyon, hein, je suis comme toi, un Lyonnais de naissance, enfin moi de naissance. Et quand je rêvais de bateau, bah, la première chose que j'ai faite, c'est de fabriquer des petits bateaux que j'allais faire naviguer sur des mares. Et quand je Excellent. faisais ça, moi j'étais déjà en train de traverser l'Atlantique, Ouais. tu vois. Et quand je suis arrivé au lycée, je parlais de ça, je parlais de mon amour du bateau, si tu veux, j'en parlais. Et le fait d'en parler, un copain de lycée me dit, mais Pascal, écoute, moi je cherche un équipier en 420. Alors 420, c'est un petit dériveur. Je fais des régates. Est-ce que ça t'intéresserait de devenir mon équipier et de régater avec moi? Eh ben, j'ai dit banco. Tu vois, c'est le fait d'en parler a créé, a répondu aux besoins de quelqu'un qui Mm. s'est engagé avec moi et qui m'a entraîné dans son truc. Et qui, moi, répondait à mon propre besoin. Donc, le fait d'en parler amène des opportunités. Et le Tout à fait. chemin qui m'a amené à traverser bien plus tard l'Atlantique s'est construit comme ça, par une succession de petites touches, d'écoute, de dire oui à ce qui arrive. Et finalement, au bout d'un moment, bah, ce chemin, mais qui à chaque fois est déjà symboliquement pour moi, enfin, moi je vivais symboliquement, si tu veux, chaque fois que je faisais du bateau, en fait, je traversais l'Atlantique. J'étais dans cette émotion-là, quoi. Mm.
Et un jour, quelqu'un me dit, bah Pascal, je traverse l'Atlantique, tu viens avec moi. J'ai dit ok. Et le rêve s'est réalisé. J'en ai pleuré quand. Et là, je suis capable. Ah, merci pour ce moment d'émotion. Mais en fait, c'est tellement des belles matérialisations. En fait, tu ne fais que suivre tes élans et c'est exactement ça qui se passe avec tes amis. Tu parles de quelque chose qui te fait vibrer sans attente. Mais la vibration, elle est tellement forte que tu attires à toi des gens qui vont pouvoir la nourrir euh, avec de la matière, quoi, avec des vraies expériences en chair et en os. Ouais, c'est ça. Et puis c'est vraiment des quêtes très personnelles, quoi. C'est-à-dire que là, quand je suis là-dedans, je m'occupe absolument pas des autres. Alors il y a un côté très égoïste, mais en même temps tellement proche de moi euh, que c'est voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire pour soi. Et c'est très nourrissant, quoi, quelque part. C'est hyper nourrissant. Et c'est hyper inspirant. Reconnectons-nous à nos rêves d'enfants, en fait. Rêvons sans attente, mais rêvons, partageons, nourrissons nos passions. Ouais, c'est ça. C'est pas il faut que je traverse l'Atlantique tout de suite. C'est qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui soit en, en phase avec ce rêve, mais qui m'est tout de suite accessible. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'est ça la question finalement que doit se poser un entrepreneur ou quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose. C'est qu'est-ce que je peux faire de là où je suis avec ce que je sais déjà et avec ce que je suis déjà capable de faire. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on travaille, enfin, que je vous fais travailler, notamment dans les escales. C'est de commencer tout de suite. Ouais, ça c'est un peu les premières lignes de la méthode effectuale. Je voulais bien qu'on en parle un petit peu d'ailleurs pour, enfin sans trop spoiler ta formation, mais Bon, c'est pas un secret. Enfin, l'effectuation, ça a été étudié. Enfin, c'est un mot qui a été utilisé pour désigner en fait les postures entreprenantes. Donc, bon, les gens qui veulent chercher trouveront sur Internet déjà pas mal de choses. Après, c'est la mise en pratique qui est pas si facile. Et ce qu'on fait avec les escales, c'est que j'essaye de vous mettre dans la mise en pratique de cette posture. J'essaie de vous faire intégrer cette posture. Voilà. Qui est un peu la posture que j'ai utilisée moi. Donc, tu vois, en parallèle d'avoir créé une entreprise dans un mode gestion de projet, je menais une vie qui était, elle, effectuelle. tout à fait. Voilà, tu résumes très bien ce que j'essayais de te dire tout à l'heure. C'est-à-dire que tu pouvais peut-être pas être effectuel à ce moment-là dans ton job, tu l'étais dans ta vie. Ouais, c'est ça, Mm. exactement. C'est Ouais. exactement ça. Et c'est cette prise de conscience qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à partager euh, cet apprentissage-là. Tu vois, quand j'ai traversé l'Atlantique, pour revenir là-dessus, est-ce que j'ai eu plus de plaisir au moment où mon rêve d'enfant tel que je l'imaginais petit s'est réalisé? Est-ce que je n'ai pas pris tout autant de plaisir tout le long du chemin? Eh bien, je dis que oui, j'ai pris tout autant de plaisir tout au long du chemin. Tout ce chemin pour y parvenir était tout aussi kiffant que la réalisation en elle-même. Comment on reste effectual une fois que c'est fait? Ah bah alors, tu vois, moi, je suis resté effectual en me disant, ok, et comment j'assemble ça avec le reste de mes rêves? Donc, le fait de travailler aujourd'hui sur mon bateau, c'est la suite. En fait, c'est de refaire peut-être de ce résultat, enfin de la réalisation, en refaire déjà tout de suite une graine. C'est une graine qui nourrit le reste, si tu veux. Ouais. C'est un chemin qui continue. Voilà, la traversée atlantique, c'est une étape. C'est pas une fin. Pas tout à fait. C'est pas une fin. Le plaisir est toujours là. Et en plus, je l'ai combiné avec ce côté travail. Enfin, voilà, ça vient rejoindre un autre rêve qui était de bosser sur un bateau. Euh, voilà, donc ça continue. Donc, méthode effectuelle, donc on a déjà démarre avec ce que tu as, et tu peux nous donner deux, trois autres. En gros, il y a 5 principes qui sont des principes de bon sens. Quand on les écoute, Ouais. c'est des principes de bon sens. Donc, la première chose, c'est je démarre avec ce que j'ai sous la main. La deuxième, c'est je réfléchis en termes de risque acceptable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de balancer sa chemise, sa maison, sa voiture pour démarrer. C'est Mm. on démarre en définissant quelque chose qu'on est capable de perdre, donc en termes de temps et d'argent, sans qu'on ait de regrets. Par exemple, ça peut vouloir dire je vais consacrer une semaine
à faire quelque chose dans cette direction et je vais accepter d'y investir, je sais pas, 50 euros. Et à la fin de la semaine, ou à la fin de cet argent dépensé, je vais réévaluer l'endroit où je suis arrivé, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai obtenu de cette semaine et de ces 50 euros dépensés. Et là, je vais me dire, ok, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Oui ou non? Si je continue, quel est mon prochain risque acceptable? Est-ce que j'investis encore un peu de temps et un peu d'argent, ou pas d'argent du tout, mais simplement du temps? Et à chaque fois, j'avance par itérations successives en essayant d'obtenir, donc, troisième principe, un maximum d'engagement pendant ce risque acceptable. Ce qu'on appelle de l'engagement, c'est est-ce que quelqu'un, par exemple, m'offre son aide, m'ouvre son carnet d'adresses, me prête du matériel, me donne, éventuellement me prête un peu d'argent, ou enfin, un engagement, c'est quelque chose de matériel. C'est pas quelqu'un qui vous dit ouais, t'as un super projet, vas-y, fonce. C'est vraiment quelqu'un qui vous apporte de l'aide ou quelque chose, ou un client qui achète ce que vous avez à lui Mmh. proposer. Ça, c'est C'est de ça, ouais, l'engagement. j'allais y venir. Ça peut être aussi, C'est aussi un lance ton client, truc, moi bien je sûr. suis D'ailleurs, intéressé, on quoi. cherche d'abord des clients quand on est Mmh. entrepreneur, mais on cherche aussi des fournisseurs, on cherche aussi des partenaires. C'est pas une activité solitaire. Donc, il faut se tourner vers les autres. Et ça, c'est la grande difficulté d'ailleurs à laquelle on est confronté quand on se lance, c'est qu'il faut aller vers les autres. Ouais, Donc là, on les a dit réseaux trois sont principes hyper déjà. importants quand Il y a même, un hein. quatrième principe qui est vraiment très important, c'est la sensibilité aux surprises, je dirais. C'est-à-dire, je ne fonctionne pas en termes d'objectifs, mais je fonctionne en j'avance pour réduire de l'incertitude. Et donc, on est amené à être à l'écoute de ce qui arrive au fur et à mesure de notre chemin. Et ces surprises peuvent être de bonnes opportunités ou pas. Mais en tout cas, elles peuvent nous amener à réorienter un petit peu le chemin. Les surprises, en fait, vont guider un petit peu notre activité. Et le dernier principe, en fait, c'est le pilote dans l'avion. C'est-à-dire, c'est quand même moi, au final, qui décide. Donc ça vient en parallèle un petit peu de ces surprises. Est-ce que cette surprise, j'ai envie d'y aller ou j'ai pas envie? Mmh. Je vais te prendre un exemple tout bête. Si quelqu'un me dit, OK, moi je fabrique des armes, est-ce que tu es intéressé à travailler avec moi parce que voilà, tu es un spécialiste ou tu es compétent dans telle chose, tu es un bon communicant, est-ce que tu veux vendre des armes, par exemple, pour moi? Je peux décider que non, parce que ça va à l'encontre de mes valeurs. Donc ça, c'est rester pilote dans l'avion. C'est pas sauter sur toutes les opportunités, mais c'est filtrer ces opportunités à l'échelle enfin, à l'aune de mes valeurs. Donc là, on rejoint un truc que je vous fais bosser dans les escales que j'appelle la boussole. Une boussole qui repose à la fois sur les valeurs qui nous animent sur le moment, parce que les valeurs, c'est des choses qui évoluent avec le temps. Et puis sur qu'est-ce que je sais faire fondamentalement, qu'est-ce que je fais de mieux fondamentalement. Donc on travaille aussi sur la recherche de, d'un vrai talent chez soi, quoi, qui souvent est très caché, qu'on méconnaît. Parce que c'est peut-être la meilleure chose qu'on a à faire dans ce monde, c'est ce qu'on fait de mieux, quoi, finalement. Mais de l'adapter à un environnement. Et la boussole permet de savoir, qui on est dans notre entreprise, de faire des liens entre qui on est et ce qu'on propose, comment on contribue. Clairement, je pense que cet exercice m'a facilité à lancer mon podcast. Voilà, il y a un moment, je suis pas allée me prendre la tête avec des histoires de légitimité, tout ça. J'ai trouvé qui j'étais et enfin, j'ai trouvé que j'étais le lien dans mes activités qui peuvent paraître assez disparates. Mais j'ai compris grâce à la boussole avec mes valeurs et tout ça que c'était moi, le liant de mes activités en fait, et que c'était Ouais, OK. ouais, c'est ça. Très curieusement, quand on examine sa vie avec un petit peu en se mettant un petit peu en métaposition, on s'aperçoit qu'on fait tout le temps la même chose. Et quel que soit le type d'activité qu'on a, finalement, il y a une chose qu'on fait très bien à l'intérieur de toutes ces activités, et c'est toujours la même chose. Mm.
Et c'est ça que j'essaye de mettre en évidence, parce que c'est peut-être notre meilleure façon de contribuer au monde, c'est finalement de faire cette chose et de la rendre, entre guillemets, rentable. Ouais, C'est un j'adore. peu l'objectif, quoi. C'est ce que je fais, la meilleure façon de contribuer au monde, qu'elle m'apporte en retour de la valeur, eh ben c'est OK, quoi. Voilà. C'est un petit peu la quête, voilà, la quête que je propose. Donc j'ai envie de proposer, ce que je vais faire, je vais te donner un lien Facebook, d'un groupe Facebook que je vais créer juste exprès pour ton podcast, où les gens peuvent s'inscrire, et dès que j'aurai un petit groupe de, disons, 6 ou 8 personnes, eh ben, j'offrirai un atelier disons, de 2 heures, pendant lequel je vais faire travailler la boussole à chaque personne Mmh. présente. Donc c'est un exercice hyper intéressant. Je peux que vous encourager, même si vous êtes déjà entrepreneur et bien lancé dans votre entreprise, je vous assure que la boussole, c'est un partenaire qui va vous suivre tout au long des idées que vous pouvez avoir, qui va vous permettre de valider ou pas justement les nouvelles idées, les nouveaux élans que vous avez. Moi, elle me sert encore, voilà. C'est ma boussole, elle est là tout le temps avec moi et ça permet de se recentrer. C'est ça, tout à fait. Mmh. Ouais, d'être au plus près de soi. Pascal, maintenant que tu mènes ton entreprise et toute ta vie en mode effectual, est-ce que tu as encore quand même des peurs qui viennent te sauter à la figure de temps en temps et te freiner? Oui, Ah zut! ah oui, oui, j'ai encore des peurs, bien sûr. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a peur de rien, quoi. On est à l'aise dans un domaine parce qu'on a de l'expérience dans ce domaine. On n'est pas à l'aise a priori Ouais. dans un domaine. Mm. Et la confiance en soi, c'est juste une question d'expérience, quoi. Alors, on n'a pas confiance en soi a priori, mais a posteriori. Donc il est normal de ne pas avoir confiance en soi quand on est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas. La confiance en soi s'acquiert par l'expérience, et non Ouais. pas de façon innée ou de façon magique. Pour oser, alors ouais, moi, ce que j'essaye de faire quand, voilà, quand j'ai des peurs, je déconstruis le processus en micro-tâches, je dirais, Ok. parce que souvent la peur vient du fait qu'on se projette sur un résultat et que ce résultat nous paraît insurmontable, alors que si on décompose en toutes petites tâches, chaque petite tâche ne nous confronte pas à cette grande peur. Donc on peut accomplir des petites tâches, et c'est ces petites tâches cumulées qui font qu'on avance, alors que si on réfléchit à la peur finale, on l'a toujours. Mais le fait Mm. d'accomplir des petites tâches, des micro-tâches, qui additionnées donnent un résultat, si tu veux, enfin, représente la tâche globale, du coup la grande peur, on n'y est pas confronté. Ce qu'il faut réfléchir, c'est à se dire, quelle est la petite tâche que je peux faire qui ne vient pas réveiller ma peur Mm. Et qui va dans le sens et de, qui de va dans le sens l'aboutissement que je souhaite, effrayant. Mm. dans le sens où je souhaite aller. Si tu veux, l'idée, c'est de transformer des montagnes en taupinières, quoi. Souvent, les montagnes ne sont que des taupinières. Merci Pascal pour ce moment, Je t'en c'était prie, Camille, super. ça a été un plaisir de discuter avec toi, ça fait toujours plaisir. Je Merci. t'embrasse. Salut. Moi aussi, ciao Pascal. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs, des étoiles selon les plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast. Les avis aussi me seraient très précieux, soit sur les plateformes, soit sur mon mail camille@lacolonie.net. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Déjà, vous serez informé de la sortie de chacun des épisodes. Et en plus, chacun de mes invités tient toujours à partager un petit cadeau aux abonnés de ma newsletter, soit sous forme de concours, soit autrement. Mais en tout cas, toutes les modalités de jeu sont expliquées à l'intérieur de la newsletter. Alors, abonnez-vous!